Et voilà. Bonjour, bienvenue à cette dernière session de User Group et de groupe pour les usagers Aruba qui va porter sur le Networking User Experience Insight, donc nos senseurs UXI. Et bon, ça va être la dernière session de la saison. On devrait repartir avec un nouveau calendrier d'événements à partir du mois de août-septembre. On va regarder là, quelle serait la meilleure date là, pour redémarrer les sessions, probablement plus au mois de septembre. Bienvenue à tous. Alors, cette session va, dans le fond, faire comme une espèce de petite mise à jour des différentes nouvelles fonctionnalités qui sont offertes par nos senseurs. Et ça se trouve être une espèce de mise à niveau par rapport à la session précédente qui a été faite avec la collaboration de l'ETS pour justement démontrer l'usage des senseurs UXI. Alors, sans plus tarder, on va démarrer. Donc, juste comme une espèce de petit récapitulatif, souvent pour les administrateurs réseau, on va se retrouver dans une situation où on a un réseau relativement complexe à gérer, avec des objectifs à atteindre au niveau de la disponibilité du service rendu aux usagers. Et les outils de surveillance, souvent, sont des outils de surveillance de l'équipement réseau, mais pas tant de l'expérience des usagers. Et ça fait en sorte que souvent, ben, on va avoir des usagers qui vont tout simplement se plaindre et dire, bon, ben ça ne fonctionne pas, j'ai des problématiques lors de l'itinérance, parfois troubleshooter ou diagnostiquer ce type de problématique-là peut devenir complexe. Et on va avoir, dans le fond, une certaine fragmentation au niveau des outils qui nous permettent de faire le diagnostic, qui nous permettent de faire justement l'analyse de la disponibilité du réseau, parce qu'on a une vision vraiment centrée sur les équipements de réseau comme tel. Alors, on se retrouve dans une situation où souvent, on ne sait pas par où commencer. Et on est comme un peu, on y va à tâtons avec les outils ou les équipements dont on a sous la main. Parfois même, ben, on va demander la disponibilité des postes de travail pour diagnostiquer le problème qui est rapporté par un usager. Et trop souvent, hein, les usagers ils vont blâmer ça sur le Wi-Fi. Alors que ben, le problème n'est peut-être pas lié au Wi-Fi. Le problème peut être sur le réseau filaire, ça peut être un problème de pare-feu, ça peut être différentes choses, même au niveau DHCP, par exemple. Juste le serveur DHCP qui ne fournit pas l'adresse IP, ben là, tu te retrouves que là, ça ne fonctionne pas terrible. Et c'est là où on introduit les senseurs UX5. Donc, on a la nouvelle série de senseurs de la série G qui se trouve être comme une espèce de speaker Bluetooth, un peu comme un demi-cylindre qu'on peut fixer au mur. Voici un exemple un peu là. Donc, ça a quand même une certaine forme d'esthétisme et on va déployer justement le senseur à proximité des usagers. Et ça va nous donner, du point de vue des intervenants en technologie d'information, ça va nous donner accès à un dashboard qui va nous montrer l'état du réseau ou l'état des différents tests là, qui sont en cours ou qui ont été effectués. Donc, le senseur UXI, c'est un peu comme votre technicien à distance. C'est votre technicien qui permet justement de voir justement les différentes problématiques, être capable justement de diagnostiquer avant même que les usagers ne formulent des plaintes. Ça permet de diminuer ou d'optimiser ce qu'on appelle les problématiques, là, du temps moyen pour identifier la problématique ou du temps moyen pour être capable de résoudre le problème. On s'entend que si, par exemple, on a un tableau de bord, puis les usagers, de manière intermittente, se plaignent justement de problématiques de connexion ou de problématiques au niveau du réseau sans fil,
et que la problématique n'est pas nécessairement liée au réseau sans fil, peut-être liée au réseau filaire, ou encore, c'est, mettons, le senseur qui, lui, va tester à la fois le sans fil et à la fois le filaire, bien, s'il décèle qu'il y a une problématique qui est commune à la fois sur le filaire et le sans fil, bien, on va éliminer tout de suite le réseau sans fil. On va dire, ah oui, ça arrive autant sur le réseau filaire que sur le réseau sans fil, donc le problème est ailleurs. Donc, ça permet d'optimiser notre temps de recherche pour identifier quelle est la nature du problème, surtout dans les cas de problématiques intermittentes. Donc, la manière de résoudre ça, c'est justement d'avoir des tests proactifs qui vont donner la perception, ou en tout cas qui vont simuler la perception de l'usager et qui vont nous permettre de manière répétitive, en effectuant tous ces tests-là de manière complète, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d'arriver à cibler le moment où on a une problématique. Comme par exemple, on pourrait voir, comme le senseur va effectuer le full DORA, c'est-à-dire il va faire les requêtes DHCP complètes à chaque fois qu'il se connecte. Bon, ben, si, par exemple, on a une problématique qui survient à 8 heures le matin lorsque tout le monde décide de démarrer, bien, on va être capable d'identifier les problématiques de performance, entre autres sur le serveur DHCP. Donc, ça nous permet de voir avec précision quelles sont les problématiques au niveau des applications, au niveau des différents services, au niveau du réseau. Et lorsqu'il y a une problématique en particulier, bien, on va être capable d'initier des captures de paquets. En fait, c'est tout automatisé au sein du senseur, donc on est capable d'avoir les captures de paquets pour diagnostiquer les problèmes en question. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment un tableau de bord, une image complète de c'est quoi l'expérience usagée, tant au niveau du réseau filaire qu'au niveau du réseau sans fil. Et ça nous permet de réduire justement les coûts associés à faire un diagnostic adéquat. Ça nous permet d'économiser beaucoup de temps et de ressources pour être capable justement de capturer les différentes problématiques et de valider les problèmes qui peuvent survenir. Alors, comment ça fonctionne? Bien, on va, dans le fond, avoir soit des senseurs ou soit des agents. Donc, on va parler un peu de c'est quoi ces petits trucs-là, les agents, tout à l'heure. Et on va permettre à ces dispositifs-là d'embarquer sur n'importe quel réseau. Donc, ça, c'est une chose intéressante. Ce n'est pas limité, justement, à un réseau Aruba. On peut embarquer sur n'importe quel réseau et on peut faire des tests des différents services et applications pour valider la disponibilité des applications, entre autres, qui seraient critiques pour votre organisation, tant à l'interne du réseau qu'à l'externe du réseau. Donc, être capable de caractériser ça. Donc, par exemple, on peut caractériser les applications Teams ou encore, si vous avez un serveur de téléphonie à l'interne, on peut caractériser le serveur de téléphonie. Donc, il y a plusieurs trucs. Puis, on va élaborer un peu sur les types de tests qu'on peut effectuer. Et ça permet de voir justement visuellement qu'est-ce qui se passe au niveau du réseau à tous les niveaux. Et ça permet justement de cibler la résolution des problèmes sur les bonnes ressources, sur les bonnes problématiques. Ça permet aussi de faire une validation des changements, c'est-à-dire si, admettons, on a appliqué un upgrade de firmware ou une modification de configuration sur la structure du réseau, bien, ça nous permet de valider que les changements sont bel et bien faits correctement et qu'on a une continuité dans le service offert aux usagers. Donc, dans les choses qui sont peut-être que ça permet d'obtenir d'une certaine manière, ben, c'est de meilleures expériences usagées. On est capable justement de s'assurer que ça fonctionne bien en élaborant ce qu'on appelle un baseline, c'est-à-dire une ligne de conduite ou une ligne directrice qui va être accumulée au fur et à mesure du temps, qui nous permet de voir s'il y a eu une déviation par rapport à ce qui avait été établi auparavant.
Ça nous permet de diminuer les problématiques disruptives au niveau des applications, au niveau de la disponibilité du réseau. Comme ça roule 24 heures sur 24, ça nous permet de déceler avant même qu'on ait besoin du service. Si, par exemple, vous offrez, mettons, des cours du soir, puis bien entendu, les techniciens ne sont pas nécessairement disponibles 24 heures sur 24. Bon, ça nous permet de valider est-ce que c'est disponible avant que le cours du soir n'ait lieu et prendre les actions correctives pour régler le bon problème avant même que le cours ne démarre. Donc, ça permet de valider ces différentes problématiques-là avant d'être pris que là, le monde sont obligés de placer un appel de service. Et par conséquent, on a une meilleure analyse et un peu comme je le disais tout à l'heure, ça réduit le temps moyen pour réparer les problèmes. Et tout ça va être intégré lorsque vous intégrez la solution avec notre plateforme de gestion Aruba Central. Ça va s'intégrer avec le AI Ops pour permettre justement d'avoir une meilleure visibilité intégrée dans l'ensemble de la solution Aruba Central. Donc, très rapidement, hein, si on regarde, c'est extrêmement simple. Hein. Si ça va bien, on a un bonhomme sourire. Si ça ne va pas bien, le bonhomme n'y est pas content. Alors, ça permet justement d'identifier quelle est la nature du problème, puis on a l'expérience globale et on a l'expérience au niveau externe. Par exemple, pour les services qui sont à l'externe. Et ça permet justement aux équipes IT de cibler exactement sur qu'est-ce qui est à réparer ou qu'est-ce qui est à corriger pour être en mesure d'éviter d'avoir des pannes de service perceptibles par les usagers. Donc, l'un des tests qui est intéressant, qui a été récemment introduit, est la capacité de faire ce qu'on appelle du path analysis. Donc, être capable d'évaluer le chemin parcouru et de manière globale. Donc, souvent, on va utiliser ce genre de service-là si vous utilisez de multiples services Internet avec, par exemple, une solution SD-WAN. Et ça va nous permettre de faire une analyse de bout en bout avec toutes les étapes dans le chemin. En identifiant, c'est quel endroit où on observe une latence plus élevée, ou encore à quel endroit on a une problématique au niveau du chemin d'acheminement de l'information et qui pourrait causer un goulot d'étranglement ou causer une problématique. Donc, ça permet d'être plus granulaire que juste effectuer un test applicatif. On est capable de voir le chemin parcouru et identifier quelle est la problématique spécifique sur ce chemin-là. Autre chose qui est intéressante, on en avait discuté lors de la précédente session, c'est le Web Application Testing, donc être capable de faire un enregistrement d'une session de connexion à un service web et reproduire l'activité d'un usager et comparer clic par clic quelles sont les différentes métriques et quelles sont les différentes étapes. Donc, ça, on a vraiment été chercher un peu plus de détails que ce qui était fait auparavant. Et ça nous permet de valider s'il n'y a pas, au niveau applicatif, une des étapes en particulier qui souffrirait, par exemple, d'une perte de performance. Donc, on peut être vraiment plus granulaire que ce qu'on avait fait initialement lorsqu'on a élaboré le Web Application Testing. Donc, c'est toujours basé sur l'enregistrement d'un script Selenium. Donc, toujours les mêmes genres de guidelines ou directives. Là. Donc, il faut faire attention à la taille de la fenêtre. Bon, ici, j'avais fait un exemple avec le test avec Airwave. Il faut savoir que, bon, dépendamment de la taille de la fenêtre, Airwave va rajuster la structure des menus et par conséquent, ça fait en sorte que ce n'est pas nécessairement les mêmes objets qui sont disponibles au niveau de la structure de menu. Alors, si vous avez fait l'enregistrement d'une certaine manière, juste s'assurer qu'on spécifie le screen size de manière à faire en sorte que l'expérience usagée va toujours être répétée adéquatement. Il
faut retirer du script Selenium tous les mouvements de souris, donc vérifier la présence des objets dépendamment de la résolution. Ça, c'était un petit truc là, sur lequel je m'étais enfargé. Bon, il est possible que vous ayez à ajouter certains délais pour justement permettre à l'application de digérer l'information lorsqu'il y a eu un clic, mettons, et faire en sorte que le script s'exécute correctement et s'assurer de faire un logout à la fin, sachant que, bon, il peut y avoir parfois de la persistance, dépendamment de comment l'application est construite, faire en sorte que, justement, à chaque fois qu'on va réexécuter le test, que ça va se réexécuter dans la même exacte séquence. Ce à quoi ça va ressembler un peu lorsque vous éditez le script Selenium, bon, ben, c'est ça. Vous ouvrez la session HTTPS et par la suite, là, vous avez les différentes les instructions. Peut-être un peu. J'ai comme cliqué trop vite. Vous avez les différentes instructions pour lesquelles, bon, ben, vous pouvez ajouter des, des waits, donc des éléments pour attendre le rafraîchissement de la page. Donc ici, c'est purement des exemples pour indiquer là, comment est-ce qu'on procède avec le wait à la fin du logout pour s'assurer que ça s'est exécuté adéquatement. Et voilà. Donc, je vais passer la main à Benoît qui va poursuivre la, 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 les explications sur les différents autres tests. Oui, merci Paul. Peut-être juste en passant aussi, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas Selenium, en fait, c'est une extension qu'on installe sur un navigateur, spécifiquement Firefox maintenant. C'était disponible sur Chrome. Ça a été, Chrome en fait Google, a fait beaucoup de clean-up sur qu'est-ce qui était permis ou pas sur leur magasin d'extension. Donc maintenant, c'est uniquement sur Firefox. Donc c'est juste une extension qu'on installe, on démarre un enregistrement et vous voyez après ça le script là, que Paul vous a montré après, là, qui indique les étapes exactes qu'on a faites, là, qu'on réplique là, à travers le script. Maintenant, bon, qu'est-ce que c'est le root cause? Non, excuse-moi, Paul, reviens, j'ai pas parlé trop. Oui, effectivement, Fallait il y a cliquer comme une trop vite. animation. Oui, exactement. On OK, repart dans donc le le deuxième. root cause analysis. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? C'est vraiment je dirais la fonctionnalité primaire de la solution qui est de déterminer la cause d'un problème. Donc, on crée des tests. Ça peut être ouvrir une page web, ça peut être faire des pings, du DNS, des HTTP, bon, plein de choses qu'on peut tester à travers les capteurs. Mais ce qu'on veut réellement savoir, c'est quand il y a un problème, il est où exactement le problème? Est-ce que c'est parce que le capteur n'a pas été capable de s'associer ou s'identifier sur le Wi-Fi? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas réussi à avoir une adresse par DHCP, le DNS? Est-ce qu'il rejoint sa passerelle? Donc, tous les éléments qui font en sorte que quand on va faire un test qui est applicatif, si j'ai un problème sur les autres couches, ben là, je vais peut-être avoir un petit problème de connectivité. Donc, le root cause analysis vient vraiment déterminer, vous montrer la cause exacte de- du problème et vous donner l'information très détaillée sur ce problème-là. Donc, si c'est le Wi-Fi, vous allez avoir exactement la cause. Si c'est le DHCP, vous allez voir la requête DHCP qui a été faite. Si ça fonctionne, on va voir les options qui ont été reçues. Donc, toute l'information qui est disponible. En cas de problème, bon, le capteur devient il tombe en mode ce qu'on appelle un mode triage. Donc, il essaie de déterminer c'est quoi la cause du problème. Et à travers ça, il va faire aussi des captures de paquets automatiquement. Donc, placez-vous dans une situation où vous avez un problème dans un bâtiment ou avec une personne. Euh, c'est pas une information qu'on a facilement habituellement. OK? Donc, on doit contacter la personne, peut-être lui faire installer Wireshark sur son PC. Bon, toutes des choses un peu difficiles à faire. Donc, le capteur vient vraiment simplifier ça, où dès qu'il y a un problème, il y a une capture automatique qui est faite et qui devient disponible sur la plateforme en version cloud. Donc, vous pouvez télécharger la capture de paquet qui va inclure la partie applicative, donc vraiment les données qui passent. Et aussi, si le test a été fait sur un réseau Wi-Fi, ça prend aussi une capture qu'on appelle OTA, Over the Air, qui est les trames 802.11, donc vraiment les trames Wi-Fi qui sont transmises dans l'air entre le client et l'application. Donc encore là, une capture qui est habituellement un peu plus difficile à exécuter. Donc, c'est pas tout le monde qui a les outils pour le faire. Euh,
Donc, tout ça est inclus de base avec le senseur, le capteur, et c'est fait automatiquement sans intervention. Si je peux rajouter, hein, Oui, vas-y, Paul. la capture de paquet, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est fait avec la même base de temps. Donc, tu as la Oui, portion tout à fait. intégrée avec le trafic à l'externe comme à l'interne du flux chiffré. Et c'est la même base de temps. Donc, pour quelqu'un qui veut troubleshooter, après ça, pour l'analyse, c'est incroyable. Pas besoin Tu as de tout en main. coordonner, il disait OK, go, on part toutes les captures en même temps. Oui, c'est ça. Le Exact. senseur le fait tout seul. Ensuite, une autre fonctionnalité qui a été ajoutée récemment, bon, on parle beaucoup de AI dans le monde en général en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on fait plus un peu du côté AI? Ici, c'est vraiment le côté opérationnel. Bon, pensez que si vous avez plusieurs capteurs qui sont distribués à travers différents emplacements et qu'il y a un problème, par exemple, avec un service externe, Teams ou Google ou autre, on ne veut pas nécessairement que mes 50 senseurs ou mes 20 senseurs commencent à m'envoyer plein d'informations individuelles sur un incident. Donc, le AIOps, Incident Detection, bien, ce qu'il vient faire, c'est corroborer tous les incidents des capteurs en même temps et déterminer que, bon, pour plusieurs senseurs qui m'ont rapporté un problème similaire, c'est en fait pas 50 problèmes différents, c'est un incident global d'un service spécifique. Donc, c'est vraiment juste de corroborer les informations de plusieurs sources simultanément et de la présenter de façon plus logique, disons, dans la plateforme versus un paquet d'incidents isolés, quand c'est pas vraiment le cas. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, c'est le petit, la petite chose à garder en tête, c'est que ça prend quand même au moins 20 senseurs qui sont en ligne, qui testent les mêmes services pour être capable de faire cette combinaison de données. Sinon, dès qu'on a ce chiffre-là, c'est automatiquement utilisé. Ensuite, la plateforme offre évidemment des fonctions de rapport. Donc, on journalise toutes les données qui sont de la télémétrie des incidents qui sont effectués là, par les senseurs. Qu'est-ce qui a été ajouté un petit peu dans les derniers mois? C'est un peu la façon qu'on va grouper les données. OK? Donc, essentiellement, juste de dire qu'au lieu de tout sortir, tous les incidents qui sont arrivés sur le compte, on va pouvoir sortir des rapports qui sont, soit immédiats ou planifiés, et de dire, mais je veux, par exemple, sortir un rapport juste pour un groupe X de senseurs qui pourrait être, par exemple, dans un bâtiment seulement versus un autre bâtiment. OK? Donc, ça permet un petit peu juste d'ajuster un peu à quel point on y va large sur les rapports, au lieu d'avoir toute l'information de tous les senseurs, qui peut être un peu volumineuse, hein, si on parle de compagnie très distribuée qui pourra avoir peut-être 50, 60 bâtiments avec quelques senseurs dans chaque bâtiment. Donc, ça fait quand même beaucoup de données versus ici. On peut juste limiter un peu la visibilité des rapports et faire des choses beaucoup plus ciblées, là. Je suis désolé, il y a comme un truc d'animation automatique qui change. Ouais, non, je pense que ouais, c'est les bonnes slides, c'est juste qu'ils changent comme un livre Ouais, apparemment. c'est ça, On est en train de exactement. lire une petite Bon. histoire. Alors, un peu pour résumer, donc la solution de UXI est vraiment ce qu'on appelle vendor neutral, c'est-à-dire elle est agnostique du manufacturier. Donc, ça peut fonctionner dans n'importe quel environnement et ça vous permet d'avoir cette vue synthétique permettant de voir c'est quoi les différentes performances et expériences des usagers. Donc, ça peut être un senseur que vous pouvez déployer dans n'importe quel environnement, et soit en permanence ou soit au besoin à la volée. J'ai certains de mes clients comme à l'ETS, qui l'ont déployé dans des endroits stratégiques dans chaque pavillon pour être capable d'avoir une vue constante et permanente. Et d'autres clients qui, eux autres, s'en sont conservés pour être capables de les déployer au besoin, surtout dans des environnements qui sont peut-être un petit peu plus distants, où il n'y a pas nécessairement un technicien en permanence à cet endroit-là, faisant en sorte que ça permet d'avoir une visibilité plus adéquate de l'expérience des usagers à ces endroits-là particuliers. Donc,
soit l'agent ou encore le dispositif, ben, ça permet d'avoir des mesures empiriques, véritables et constantes sur les différentes applications. Donc, ça permet de faire cette surveillance en continu avec toujours les mêmes tests répétés jour après jour, permettant de faire ce baseline-là, permet d'établir le comportement typique attendu. Dans les choses que nous avons introduites plus récemment, ben, c'est les senseurs qui supportent le Wi-Fi 6E avec la capacité de se connecter sur le 6 GHz. Donc, c'est un senseur qui, de manière optionnelle, permet aussi de se connecter avec une connexion cellulaire. Donc, ici, vous avez la liste des différents modèles de senseurs. Donc, vous avez la série G6, donc c'est parce que c'est du Wi-Fi 6. Et vous avez, lorsqu'il y a la lettre C, la connexion cellulaire pour le backhaul qui permet d'offrir les résultats, même si, par exemple, le réseau filaire ou sans fil est indisponible. Et maintenant, les deux nouveaux senseurs, soit le G6E ou le G6EC avec connexion cellulaire. Puis là, la cadence est comme un petit peu trop élevée. Dans les choses qui sont intéressantes avec le nouveau senseur G6E, bon, mais il est muni de double radio, ce qui permet d'effectuer des tests plus rapidement sur plus efficacement, si je pourrais dire, sur le 2.4, le 5 et le 6 GHz. Ça permet d'effectuer de la surveillance, justement, off-band avec. Ouais, c'est la cadence. Je parle pas assez vite pour la Ah, il change tout présentation. seul. C'est bien. Oui, c'est ça. Il y a comme un truc de time-out, c'est ça. Bon. Donc, vous avez les caractéristiques. Et oui, les nouveaux senseurs sont munis d'une interface Zigbee qui va probablement être actif ou permettre là, une surveillance au niveau là, des équipements IoT éventuellement. Ce n'est pas disponible présentement, mais bon, c'est dans les plans futurs pour permettre ce type de test en même temps. Et voilà. Je te Je vais parler passe la vite main. avant que ça change. Oui, c'est ça. Donc, en plus des senseurs qui sont physiques, donc Paul vous a montré là, les différentes options, il y a aussi une possibilité d'avoir des agents qui sont logiciels. Donc, vous avez la liste là, ici là, des différents agents. Donc, on a le Windows, le Mac, Android. Zebra, c'est du Android. C'est un Android un peu spécial pour surtout des magasins, des choses comme ça, qui font de l'inventaire. Ils sont spécialisés là-dedans. Donc, l'idée ici, c'est de permettre quand même de faire des tests sans nécessairement installer physiquement des senseurs un petit peu, là, un petit peu partout dans les bâtiments. Moi, je trouve que c'est particulièrement aussi intéressant dans le cas où on a par exemple, une plainte d'une personne spécifique. Mais ça vient très facile après ça de dire, ben, d'aller chercher le petit package Windows sur un hébergement local, sur le réseau. On l'installe sur le PC, le laptop de la personne. Et après ça, ben, on a une vue vraiment de cette personne-là pendant un certain temps. On peut le laisser actif autant qu'on veut. Ou juste se dire, ben, j'ai peut-être une dizaine de licences d'agents que je peux utiliser un petit peu partout à la demande, hein, sans nécessairement dire que je déploie un agent sur 1000 laptops. Donc, on pourrait avoir un petit package d'urgence, de dire, ben, j'ai quelques agents que je peux aller installer sur des PC. Et l'agent va aller faire les mêmes tests hein, que le senseur qui est physique. C'est juste qu'au lieu d'être attaché sur un mur, ben là, on a l'expérience de ce client-là, sans qu'il soit obligé de nous dire exactement oui, c'est lent, oui, ça ne fonctionne pas, le Wi-Fi ne marche pas. Hein, plainte assez traditionnelle. Donc, on a la vue vraiment sur l'agent, encore une fois, toujours à partir de la console, autant qu'on l'aurait sur un senseur qui serait physique. Donc, c'est seulement les mêmes métriques qui sont connectées. Donc, c'est bon, évidemment, ici, on va faire les métriques Wi-Fi qui sont particulièrement importantes. On va aller prendre les mêmes métriques applicatives aussi. Et il y a quelques métriques aussi du dispositif.
parce que ça fait partie de l'équation aussi. Donc, on va souvent regarder la partie réseau, la partie applicative. Mais si j'ai un laptop qui a un processus que le CPU roule à 100% dessus, ou mémoire topée, c'est sûr que ça va avoir un impact aussi sur l'expérience de cet usager-là avec l'application. Et le Wi-Fi, même si ça n'a aucun rapport avec le Wi-Fi, pour eux, c'est lent. Donc, encore là, la plainte très plaisante du Wi-Fi est lent. Donc, ça, c'est de l'information qu'on va aller chercher aussi avec un agent qui est logiciel. Et si c'est une personne qui est un peu plus peut-être technologique, je veux dire, l'agent peut être consulté directement à partir du laptop. Donc oui, vous, en tant qu'opérateur, vous avez accès à la console cloud, vous pouvez voir toutes ces statistiques-là, mais la personne qui a son laptop sur lequel il y a un agent installé pourrait ouvrir le petit agent, le petit programme sur le laptop et voir le statut. Donc voir le statut des tests qui sont programmés sur l'agent, voir le statut des connectivités de base, comme le DNS, DHCP. Bon, toutes les choses qui sont, encore une fois, primordiales, essentielles à une bonne connectivité. Ben, il y a un petit portail qui est local là, sur l'agent pour que la personne elle-même soit capable de consulter ces données-là. Peut-être même avant d'appeler, par exemple. Ouais, fait que ça pourrait être une instruction de dire, ah, ça va pas bien, va voir l'agent, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc, ça va lui donner un petit peu plus de munitions quand il vous appelle là, pour signaler un problème. Et voilà. Et Thumbs up. bon, mais avec ça, je vais quand même Ouais, vous montrer plus en live la plateforme. Donc, c'est toujours bien le voir en vrai. Donc, je vais te voler le partage, Paul. ouais. C'est. On va aller ici. On va tasser ça. Donc, euh, vous avez vu au début de la présentation, Paul vous a montré le dashboard, petite face sourire, face moins sourire. Ici, on voit tout est vert, tout va bien, donc on est content. Évidemment, s'il y avait un problème en cours, les petites faces ici, les couleurs changeaient, jaune, rouge, dépendamment de la gravité du problème. Euh, Ce que je vais vous montrer en premier, c'est évidemment, oups, c'est pas ça que je voulais voir ici, c'est vraiment la quantité de données qu'on voit de base là, avec la plateforme. Donc, si je vais chercher mon senseur, qui est un senseur physique dans ce cas-ci, vous voyez que juste en allant dans la page sommaire du senseur, on a quand même énormément d'informations sur l'état de ce dispositif-là. Donc, vous avez de le fameux statut avec les problèmes, avec on peut bouger à travers le temps, comme ici. Donc, j'ai les 24 heures par défaut, je peux aller jusqu'à 30 jours en arrière. Donc, c'est un peu la limite là, de la télémétrie qui est collectée. Donc, jusqu'à 30 jours en arrière, je peux aller vérifier c'était quoi l'état des tests, l'état du Wi-Fi. Donc, vous avez ici, là, je peux bouger à travers, vous avez toutes les statistiques qui ont été prises, toute la télémétrie qui a été prise, qui va varier beaucoup, hein. On parle des choses, toutes des choses importantes, hein. Du retry, hein. On sait que, oups, ici, j'étais à 25% de retry. Ouch, ça fait mal un petit peu. Puis, drôlement, en même temps, j'avais beaucoup de rouge. Donc, curieux. Et on dirait aussi que j'ai changé des SSID. Oh, ça l'a changé. On dirait que mon dispositif a décidé de faire de l'itinérance, puis que ça n'a peut-être pas si bien fonctionné que ça. OK. Donc, ça me permet facilement de voir, oui, j'ai du rouge, mais aussi je vois en même temps que du côté Wi-Fi, j'ai quelque chose qui s'est passé en même temps. Donc, encore là, juste de voir de façon globale un problème, puis pas juste dire, ah, le service est dans le problème, mais qu'est-ce qui se passait autour de tout ça. Donc, vous avez la partie Wi-Fi, le DHCP, temps de réponse. Encore là, s'il y a comme si 6 secondes avant d'avoir du DHCP, pas super. Donc, peut-être que je pourrais aller voir mon serveur DHCP. Peut-être qu'il y a peut-être un petit problème. Euh, les différents tests. Donc, les sommaires des tests internes. Je vais vous les montrer un petit peu, les tests. Le sommaire aussi des tests externes. Donc, encore là, vous avez toutes ces statistiques-là que vous pouvez consulter jusqu'à une période de 30 jours. Pour la partie Wi-Fi, vous avez aussi ce qu'on appelle le Wi-Fi environment, donc tout ce que le capteur voit en termes de réseau sans fil. Donc, on voit que je suis dans ma maison, évidemment, donc j'ai plusieurs SSID qui sont disponibles, autant chez moi que chez mes voisins. Donc, vous avez un petit peu une vue de tout ça. Euh,
Puis on voit des choses un petit peu moins de fun. Bon, je vais. Il y a des voisins un petit peu qui font des choses curieuses. Euh, Maintenant, si on parle, on parlait de la fonction primaire du senseur qui est de faire du triage, faire du troubleshooting. Donc ici, puis ça, c'était même pas planifié. Ça tombe bien. On dirait que hier, hier soir, il y a eu des petits, des petits problèmes. Donc si je vais peut-être aller voir, aller zoomer un petit peu sur cette partie-là. Donc voir un petit peu plus en détail qu'est-ce qui se passait. Donc on voit que j'ai eu des timeouts HTTP, HTTPS. Donc sur quel service? Oh, Google Drive. OK, donc je peux aller voir ici le service. Donc ça ici, c'est la fameuse fenêtre de Root Cause Analysis. Donc j'ai eu un timeout HTTP, on montait en quelle heure exacte, donc hier vers 4h08, sur le service Google Drive, qui est un service externe. Donc c'est un simple check de dire est-ce que je suis capable de rejoindre le Google Drive, tout simplement à partir du senseur. Donc maintenant, qu'est-ce qui était vraiment problématique? Est-ce que c'était parce que mon Wi-Fi n'était pas correct? Est-ce que j'avais pas d'adresse? Est-ce que le DNS était problématique? Donc vous avez étape par étape ce que le senseur a fait comme test ou plutôt, ce que le senseur a fait comme étape pour tester le service. Et à chaque fois que le test est fait, le senseur recommence à zéro. Donc, il se réassocie au Wi-Fi. Il redemande une adresse DHCP. Donc, on fait toujours la connectivité de bout en bout à chaque fois qu'on fait le test. Donc, c'est pas qu'on reste connecté puis qu'on teste juste le Google Drive, on fait vraiment une reconnexion complète comme si on fermait la carte Wi-Fi sur un laptop puis on la rallumait. OK? Donc, j'ai réussi à m'associer. J'ai eu un bail DHCP. On voit exactement qu'est-ce qui m'a été renvoyé par mon serveur DHCP. Passerelle est rejoignable. DNS fonctionne. Le autre répond au ping. Un peu de perte, non? La perte de paquets sur l'autre. Mais on voit vraiment que c'est ici que euh, quand le senseur a tenté de faire vraiment la requête curl, qui est un outil pour faire une requête HTTP là, sur les machines Linux, entre autres. On voit, bon, j'ai le détail exact de la requête qui a été faite et le résultat. Donc, on voit qu'à la fin, j'ai eu un petit problème où j'ai pas réussi à me connecter sur la page web. Si je veux aller encore plus loin, je peux aller dans les actions en haut et faire le fameux téléchargement des paquets. Donc, on voit que directement à partir de la console, j'ai pu faire le téléchargement. Ici, je fais ça ici et je vous ramène ça ici. Donc, on voit que le zip qui m'a téléchargé, c'est en fait deux captures séparées. On vous parlait tantôt de dire, oui, j'ai la capture applicative, qui est celle-là ici, et je peux l'ouvrir. Il y a des choses dedans. OK, donc, j'ai vraiment la capture totale quand le senseur a fait la capture. Et j'ai aussi la capture qui devrait être seulement. Ouais, c'est la capture, ça, c'est la capture de données ici, Pentagramme. Et dans le triage, je vais avoir aussi. Je vais ouvrir le triage. Je vais avoir aussi les trames Wi-Fi. Vraiment la trame niveau 2 là, du protocole qui peut nous dire encore là, des choses un petit peu plus différentes. Donc, ça permet vraiment d'analyser tout ça en même temps. Donc, on voit que j'ai les deux. J'ai le TCP vraiment applicatif. J'ai aussi le Wi-Fi en même temps. Donc, c'est vraiment beaucoup d'informations qui est fournie par le senseur. Super pratique pour troubleshooter, surtout dans des problèmes qui s'en viennent plus complexes. La capture de paquets est fantastique pour ça. Si Benoît, jamais j'ai un problème qui est peut-être intermittent ou que je crois qu'il y a eu un problème qui n'a peut-être pas été vu, je peux également demander au senseur de me faire une capture de paquet en direct sur le fly. OK? Donc, je peux juste faire un petit request PK et dans quelques minutes, le senseur va envoyer la capture et la capture va être disponible ici. Donc, je ne suis pas nécessairement obligé d'attendre qu'un problème se produise. Je peux juste demander carrément une capture au senseur et la recevoir directement à partir de la plateforme. Benoît, Donc, t'es devenu oui. tout flouté. Ah, c'est quoi ça? Mon écran, ça, ou le. Pour toi, ta caméra, je sais Ah, pas, c'est. En tout cas, moi, je bon, te vois flouté. Je sais pas s'il y a peut-être, je d'autres. peux peut-être commencer la caméra. Et ça fonctionne-tu?
Bon, je pense que ma caméra a décidé que Ouais. je pense que Oups, j'ai un petit c'est problème. bizarre. Bon, je vais juste la fermer, je pense. Allons-y comme ça. Euh, bon, maintenant, rapidement, hein, quel genre de test qu'on peut faire? Donc, si je vais dans la partie configuration, service, donc super simple. Dans les services, je vais ajouter un service. On fait simplement choisir un service interne. Donc, on assume que normalement, c'est pour des choses qui sont à l'interne, comme le nom le dit. C'est pas ça, custom ici. Donc, je peux faire des choses comme juste aller ouvrir, par exemple, un port sur un équipement, faire un ping. Ça peut être un test de vitesse. Donc, si vous avez un serveur iPerf à l'interne, vous pourriez demander au senseur de faire un test de vitesse à une fréquence déterminée. Et encore là, tous les résultats se retrouvent sur la plateforme. Ça peut être un telnet, hein, juste ouvrir un port spécifique. Ça peut être pour une application maison, par exemple, qui opérerait sur un port spécifique. Si on va aller un petit peu plus loin aussi, un qui est intéressant, que Paul vous a mentionné, c'est vraiment le test de web, l'application web. Euh, donc ici, c'est encore là, il faut, un peu comme on mentionnait, enregistrer une session web. Donc on utilise le plugin Selenium pour simuler une session web avec des clics, avec des logins peut-être. On amène le fichier le, sur la console et le senseur va répliquer les actions qui ont été faites à travers l'enregistrement Selenium en vrai. Donc, à chaque quelques minutes, le test va être fait. Et durant le triage, qui est particulièrement intéressant pour le test web applicatif, donc c'est lui que j'ai ici, il y a UXR Airwave. Je vais juste aller chercher plus loin de données un petit peu. Bon, fait que si ça va bien, quand c'est vert ici, bon, ce que vous allez avoir, c'est chacune des étapes qui ont été faites. Donc, moi, dans mon cas ici, ce que j'ai fait, c'est j'ai ouvert ma page Airwave. Ça se fait tout seul, mettre la fenêtre. J'ai cliqué dans la boîte pour aller mettre mon nom d'usage et mot de passe que vous avez ici. Clique le login. J'ai cliqué aussi dans l'interface, dans un des panneaux. Et je suis revenu sur la page principale après, donc un autre clic. Donc, vous avez le temps exact que tout ça a pris. Donc, dans le service ici, vous avez, bon, par exemple, entre 12 et 14 secondes que ça a pris au total pour faire le test. Puis ça, on peut mettre un barème pour dire, ben, si le test prend plus que X nombre de secondes, ben, c'est probablement parce qu'il y a un problème. Je vais pouvoir lever un incident. Quand il y a un problème avec puis je prends le problème pas nécessairement de latence ou que c'est trop long, mais un problème où, par exemple, le senseur n'a pas réussi à exécuter toutes les commandes parce que, par exemple, j'ai rentré le login, mot de passe, j'ai cliqué, puis après ça, il n'y avait rien. Ben là, il ne réussira pas à cliquer exactement sur le bouton, sur l'objet du menu que moi j'ai cliqué. Il ne réussira pas à revenir après ça sur la page principale. Donc, dès que ça arrive, le senseur va prendre des captures d'écran de la partie web. Donc, si je l'ai fait ici là, pour le simuler un petit peu ici. Donc, ici, il est en rouge parce que le senseur n'a pas réussi à faire le test au complet. Donc, encore là, je tombe dans mon mode Root Cause Analysis, en mode triage. Donc, j'ai ouvert la page web, la fenêtre s'est mise d'une taille quelconque, mais le clic n'a pas fonctionné parce qu'il n'a pas trouvé l'objet. Puis si je regarde ici, il y avait un écran blanc. Donc, la page s'est mal chargée. J'ai fait exprès là, de causer une panne essentiellement là, pour pas que la page s'affiche correctement. Et c'est ça qui affiche. Donc, lui, il dit, j'ai pas réussi à faire l'action clic, parce que le clic, c'était un objet, par exemple, là, spécifique avec un nom spécifique. J'ai pas réussi à le faire. Voici à quoi ressemblait la, la page web quand j'ai essayé de faire cette action-là. Et ce qui n'a pas fonctionné. Donc là, encore une fois, c'est toujours de dire un usager qui dit que quelque chose ne fonctionne pas ou une application ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas réellement? Encore là, c'est une fois une question de connectivité de base ou euh, c'est pas parce que la page web ne fonctionnait pas, hein, parce que j'ai réussi à l'ouvrir. Hein. Si je faisais juste un test de ouvrir sur un port 80, port 443, le test aurait réussi, mais il ne m'aurait pas dit que la page était blanche, par exemple. Ça me prend vraiment le senseur qui fait réellement une transaction à travers le site web pour trouver ce genre de problème. Donc ça, c'est particulièrement intéressant là, pour les tests. Donc si vous avez un système maison que vous êtes capable de faire un login dessus, faire quelques clics, faire une recherche
dessus avec un résultat attendu, prédéterminé. Donc tout ça, vous pourriez programmer ça avec le fichier Selenium, faire la transaction sur votre navigateur, mettre le fichier sur le senseur et lui va répliquer ça aux quelques minutes. Donc, globalement, ça ressemble à ça pour la console. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui auraient des questions spécifiques à la console ou au contenu qu'on a montré ce matin? Si je pourrais ajouter un peu, il y a certaines applications que lorsque on se connecte, par exemple, avec un profil de type enseignant, bien, ça donne tel type de portail ou tel type de ressources. Ou si on se connecte en tant qu'étudiant, bien, ça donne accès à d'autres types de ressources. Et ça permet de valider justement est-ce que ça fonctionne adéquatement pour un enseignant ou ça fonctionne adéquatement pour un étudiant. Donc, c'est possible aussi de scripter ce genre d'interface-là et ça permet de tester et de valider non seulement la disponibilité de la plateforme, mais est-ce que ça fonctionne dans tel contexte? Est-ce que ça fonctionne spécifiquement pas pour, mettons, les étudiants? Donc, c'est vraiment pratique, là. Ça permet de créer justement des... Oui, ouais. Question, vas-y, Jessie, je ne sais pas si tu veux te unmuter. Oui. Oh, je ne t'entends Ouais, pas. on ne l'entend pas, Jessie. Par un UXI, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Oui, ça va. oui. Ah, mettons, on voit qu'on peut faire des web applications. Est-ce que ça peut en avoir beaucoup par module ou c'est limité quand même parce que. OK, Ma ouais, ben, connaissance. Vas-y, voilà, mais je pense pas qu'il y a de ouais, ben, c'est limite ça. Ce qu'on tant ce que qu'on ça. a pu. Ouais, ben, il n'y a pas tant de limites. Dans les limitations qu'il y a, c'est si par exemple, bon, comme si on veut créer des censeurs ou des groupes de- de- d'agents qui vont, admettons, répliquer la connexion en tant qu'enseignant, par exemple. Bon, ben, il va falloir les mettre dans la même séquence ou dans le même regroupement. Tu ne pourrais pas avoir un censeur qui décide de dire, ben, je me connecte une fois en tant qu'enseignant, puis une autre fois en tant qu'étudiant. Donc, il n'y a pas cette capacité-là. Donc, il faut vraiment grouper nos censeurs de type enseignant ensemble, puis les censeurs de type étudiant ensemble. Ça serait OK. probablement là, le genre de limitation qu'on pourrait avoir. Sinon, le nombre de tests que vous pouvez faire, si, admettons, vous êtes logué en tant qu'étudiant, mais vous pouvez mettre une batterie de tests, des tests, admettons, avec un serveur LibreSpeed qui serait à l'interne de votre réseau, qui serait accessible, par exemple, avec plusieurs environnements, plusieurs types d'usagers, puis connecté aussi sur un LibreSpeed public. Puis là, faire la différence entre j'ai un problème de performance à l'externe seulement, puis je n'en ai pas à l'interne. Donc, vraiment, il y a quelque chose au niveau du pare-feu dans ce temps-là. Parfait. Petite question, mettons pour les connexions filaires, là, on parle d'Ethernet, là, est-ce que ça fait du 802.1x Oui, mettons, pour la Oui, les connexion? Fait que je capteurs. pourrais, oui, fait que dans le fond, je serais capable de tester plusieurs VLAN sur le même oui, module. oui, oui, c'est pratique. Ben oui, c'est pratique, c'est sûr, parce que sinon, Oui, tu sais, jouer avec toutes les VLAN, ça me tente plus ou moins. Là, fait que oui, le principe que je suis capable de faire ça, c'est encore 100 fois mieux. oui. Puis ça, mettons, la programmation, c'est-tu bien complexe de ça? Ou on a de l'aide, j'imagine, s'il y a quelque chose, là? Ouais, puis c'est très, très imagé, intuitif, là. C'est OK. simple, là. C'est Mm. vraiment pas compliqué. Oui, Ulrich? Oui, bonjour et très belle présentation, merci. Moi, j'ai eu 2 questions en fait, en ce moment, où je travaille en tant qu'administrateur principal réseau, je voudrais savoir est-ce que intégrer UXI là, dans Aruba Central et CarePass là, que je suis en train de déployer là, implémenter, Ouais. est-ce que ça se fait facilement? Quelle est, heu, quelle est en fait, la plus-value d'avoir cette solution-là, avec la Ouais, plateforme? je peux peut-être la prendre, celle-là, pour... Mhm. c'est surtout l'intégration principale va être avec Central, principalement. Euh, si tu prends Central ou ce que tu vas voir tes sites, par exemple, quand tu te connectes la première fois, ben là, ça a changé un petit peu, là, c'est rendu maintenant la fenêtre, le nouveau Central là, qui est, qui est en premier, là, mais si on reprend peut-être l'ancienne Centrale classique, où tu avais la carte avec tes emplacements, les petites fléchettes. Ce que tu peux faire avec... je vais juste retourner ici, là, je vais le montrer en fait. Euh, ici, intégration.
C'est le petit visage qu'on voit sur la partie UXI peut être lié au site sur Central. Donc, on va aller créer les sites un peu des deux côtés. Par exemple, une école X ou un bâtiment X. Puis l'état du site, du décapteur de ce site-là vont être synchronisés vers Central. Donc, quand tu vas mettre ta souris sur la petite fléchette, sur le point, ben, tu vas voir la petite face sourire, là, euh, rouge, verte, jaune. OK. C'est principalement ça l'intégration qu'il y a. Et dans le nouveau Central, euh, c'est qu'on va voir également les résultats, une partie des résultats des tests. Donc, voir un peu plus dans l'état du site, voir les tests qui ont été faits par les senseurs. Donc, c'est encore en développement aussi du côté le nouveau central, mais c'est un peu l'objectif de tout ça, là. D'accord. Et pour ClearPass, qui est quand même un outil qui permet de faire de l'access contrôle réseau, là, ça peut nous aider aussi, puisque je pense que c'est un outil de surveillance, on est d'accord, hein, UXI. Ben, prends-le vraiment comme une surveillance, mais selon la visibilité de l'usager en tant que tel, là. Donc, ça ne va pas D'accord. surveiller de l'infrastructure en tant que tel, mais plus Ah, les d'accord. applications. Le seul intégration ou interaction, je vais plus dire, entre les deux, c'est si tu crées un réseau où tu as l'authentification. Ben, évidemment, le senseur, lui, va pouvoir utiliser, euh, par exemple, si tu fais je c'est- si tu fais du enterprise avec un certificat, par exemple, ben, tu peux faire en sorte que le senseur utilise ça et tu vas le voir dans ClearPass, dans ton Access Tracker. Tu vas voir que le capteur s'est authentifié avec un certificat ou en PIP avec un usager mot de passe. OK. D'accord. Mais il va pas surveiller l'état de ClearPass en tant que tel. Je Si comprends. l'authentification ne fonctionne pas, oui, il va te le dire, certainement. Pour cette plateforme-là, que ce soit hardware ou software, c'est une licence qu'on paye tout annuellement ou c'est Oui, one shot? fait que c'est un abonnement. C'est un C'est abonnement. comme. Ok. Fait que le capteur a un prix fixe avec une licence d'abonnement. Si c'est un capteur qui fait le cellulaire aussi, donc pour la connectivité LTE, il y a une petite licence supplémentaire, donc la licence LTE plus la licence pour la plateforme en tant que telle. Sinon, si c'est le capteur ou un agent logiciel, c'est juste la licence pour un 3 ou 5 ans pour l'abonnement. Merci pour Et, les et réponses. pour les personnes qui sont dans le domaine de l'éducation et qui ont souscrit au CAG Éducation, il est à noter que bon, les agents, les licences pour les agents sont disponibles dans l'annexe. Je me rappelle jamais du numéro de l'annexe, là. Je pense que Mais c'est c'est 7 ouais, points, annexe 7 points quelque chose, là. 20. Donc, c'est dans les outils complémentaires ou les solutions Ouais, licence complémentaires. complémentaire, ouais. Ah, c'est une bonne chose alors, merci puisque je fais partie, d'une entreprise publique donc en fait au catalogue CAC je pourrais le retrouver. OK, c'est bon. Ouais, ouais, dans l'annexe des licences, ouais, c'est OK. ça, dans les licences complémentaires, là, il y a beaucoup de choses dont, en fait, il n'y aura peut-être pas les capteurs physiques parce que Non, exact. c'est juste du logiciel, mais les licences peuvent être acquises là, C'est ça. Les à travers le licences contrat d'agent. CAC. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je crois que c'est ce qui va mettre fin à l'enregistrement et fin à la session. Alors, et voilà.